César fait un pont, mais César fait faire un pont. Et c'est un point très important, c'est pour ça que je le mentionne au passage, c'est que dans les dictionnaires, moi je travaille dans les dictionnaires Larousse, et mon bon maître Jean Dubois disait que quand il remaniait un dictionnaire, il faisait disparaître des généraux de la Grande Guerre. Et il recevait des lettres de protestation d'anciens combattants qui se sentaient niés parce qu'on avait effacé le général qui les avait commandés pendant une bataille. C'est l'effet d'éponymie. Et on comprend pourquoi on fait l'éloge des officiers supérieurs dans l'armée, parce qu'à travers eux, c'est ceux qu'ils ont commandés qui sont aussi honorés. Et c'est l'effet d'éponymie. Alors ça, c'est un effet anthropologique. Il y aura l'effet Xantippe. Xantippe, c'était la femme de Socrate, et comme c'est Socrate disait, il faut se marier. Parce que où on a une femme bien, on est heureux, où on a une femme odieuse, comme c'est de la sienne, on devient philosophe. Et ça, voilà. Alors, ça, l'effet Xantippe. Il arrive que certaines soient la première figure et se termine comme la deuxième, ou l'inverse. Voilà. Voilà. Alors, je me demande, Madame la Présidente, ben voilà, si je continue, c'est moi, si on m'arrête pas, je continue. Hein, il y a notamment un spécialiste de criminologie en français qui disait les criminels ne s'arrêtent que si on les arrête. Voilà. Alors, il ne faut pas les abattre forcément, mais voilà. Oui, bien sûr, avec le plus grand des plaisirs en 2 mots. Io direi che magari potremmo lanciare il dibattito se qualcuno ha qualcosa, qualche domanda da porre a Giovanni Amirale. Allora, io avrei una domanda da porre. Dans l'un des articles, vous parliez à un moment donné de la traduction comme une négociation continuelle. Et il y avait cette négociation continuelle. Et il y avait une sorte de correspondance avec ce que Henri Mechonic disait, que la traduction c'est une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire une opération qui se met au milieu de choses différentes. Et là, dans votre essai sorcier et cibliste, vous êtes plutôt catégorique. Soit on est sorcier, soit on est cibliste. Et moi, je pense qu'on peut être soit l'un, soit l'autre. Chose que vous refusez et rejetez, surtout dans vos dernières interventions. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en même temps un petit côté sorcier, un petit côté cibliste, surtout que ça dépend du texte qu'on a en face de nous quand on travaille, et parfois on peut perdre des choses et donc s'éloigner un peu, et parfois on arrive à gagner, à rester un peu plus à côté de notre auteur, de notre texte. Oui, phrase longue, en allemand, oui, je pense que où on est sourcier, on est cibliste. Sourcier, ça voudrait dire on copie le signifiant. On croit qu'en copiant le signifiant, on a bien fait son travail. Moi je dis, on est toujours cibliste quand on fait une bonne traduction. D'ailleurs, les bons traducteurs sont ciblistes. Bergman, il est théoricien sourcier, mais il est heureusement traducteur cibliste. Et alors, par exemple, pour répondre plus précisément à Paul, qu'est-ce que c'est qu'un entre-deux? Oui, l'entre-deux, c'est une bonne formule parce que ça dit la traduction entre le texte source et le texte cible. Entre le texte source qui va disparaître et le texte cible qui n'est pas encore apparu. Hein, c'est ce que j'appelle le théorème du salto mortale et de la déverbalisation. Entre le déjà plus du texte source et le pas encore du texte cible. Et alors, je prendrai plusieurs exemples. Le temps de chien pour It Rains Cats and Dogs, c'est un mauvais entre-deux sourcier. Alors il peut y avoir, alors je vais prendre un autre auteur que moi-même, un autre, Léon Robin par exemple, qui a fait la traduction de Platon dans la Pléiade. Son français singe le grec. Ne crois-tu pas, ô mon bon Socrate, que comme tous les Athéniens ici, etc., il fait une sorte de pastiche. Et l'idée c'est que, alors, d'abord c'est quand même des Français complètement, seulement il actualise, il fait exister un style platonicien, socratique en français, ce qui se justifie parce que d'abord ça passe, même si cette traduction a été critiquée par des littéraires qui trouvent qu'elle est trop près du grec, trop philosophante, mais
il y a une autre raison, c'est que le grec fait partie de notre tradition. Et qu'en hellénisant le français, ça pourrait être l'italien, on fait réémerger une sorte de strate ancienne de la langue culture qu'est la nôtre. Et de la même façon, tout à l'heure, plus modestement, quand j'ai dit je garde la longueur des phrases allemandes en français, c'est pas les phrases allemandes que je garde, c'est sous la pression de l'allemand que je vais réémerger ce qu'il y avait en français. Et l'idée, c'est que quand on est sourcier, on fait de la mauvaise langue cible, il arrive qu'on se croit sourcier en faisant réémerger, sous la pression de la langue étrangère, sous la pression de l'œuvre source, on fait réémerger des possibles qui sommeillaient dans le jardin intérieur de la langue cible. Et alors là, le traducteur est une sorte de prince charmant qui vient donner le baiser de la traduction à cette belle au bois dormant qui était notre langue. Et non pas, c'est pas le viol de la langue source, non. D'ailleurs, Benjamin, il parle de la motion violente, quelque chose de gewaltsam. Et dans tout dans Sourcier Cibliste, le premier article que j'ai fait, je fais toute une page de double sens. Et d'ailleurs, ça m'a rapporté la mère de mon fils, parce qu'elle s'est dit, oh, ce prof, il n'a pas pu vouloir dire tout ça, il est trop bien élevé, alors qu'effectivement, j'ai fait tout un discours à double sens. Mais l'idée, c'est que, une des formules que j'ai, il n'est de viol fécond que par le rachat de la consentance. Et autrement dit, il ne s'agit pas d'imposer, pour moi, d'imposer aux Français des matrices allemandes, il s'agit de faire réémerger du français des choses que le défi du texte allemand m'oblige à faire réémerger. Et par exemple, un exemple que je donne, c'est la formule « tu viens avec ». Si on l'entend à Strasbourg, on pense que c'est comme Smith, alors qu'en fait, c'est tout simplement le fait que certaines, en français comme en italien, il y a la série des prépositions et la série des adverbes. C'est des couples. Monsieur adverbe est marié avec madame préposition. Sur, au-dessus, au-delà de, etc. Et puis il y a des prépositions célibataires. Elles n'ont pas trouvé de monsieur adverbe. Hein, c'est pour, contre. Et bien elles se font elles-mêmes, elles sont toutes dans la théorie du genre. On dit je suis pour, je suis contre, tu viens avec. C'est-à-dire que la préposition a engendré, elle s'est constituée, elle s'est auto-masculinisée, enfin adverbialisée. Alors je prends cet exemple pour marquer que c'est à l'intérieur de la langue cible qu'on fait apparaître des choses qui étaient non pas venues de l'extérieur, mais sous la pression de l'extérieur qui émergeaient. Hein, encore une fois, dans le jardin intérieur des possibles qui sommeillaient en elle. Ce serait ça ma première réponse. Et alors, il y a un autre exemple, une fois je traduisais un texte d'Adorno. Adorno est un philosophe, sociologue allemand, et qui a publié un volume d'aphorismes qui s'appelle Minima Moralia, qui est très très bien écrit, très intelligent, très difficile à traduire parce que ça joue sur l'élégance, enfin, l'achèvement littéraire des aphorismes inspirés de Nietzsche, mais en même temps une pensée philosophique et le jargon marxisant auquel, au demeurant, il ne croit pas tout à fait. Donc c'est un peu difficile, mais c'était justement un défi intéressant. Et j'avais à traduire une phrase, et alors j'étais très embêté, j'arrive pas. Finalement, je trouve une solution. Et puis je regarde le texte allemand, c'était la traduction littérale. Alors, mais c'est pas parce que c'est une traduction littérale qu'elle est bonne, c'est... je me suis donné la peine de faire une traduction cibliste qui se trouverait de facto être littérale. Mais c'est parce que j'ai fait sortir en français une phrase qui tombait bien, qui se trouvait être littérale, que c'était bien. Alors que si j'avais voulu traduire littéralement, j'aurais fait, sauf pour cette phrase-là, des textes qui auraient été du charabia, enfin, pas à la mesure du texte. Voilà, c'est ça ma réponse. Et encore une fois, ce que j'objecte à certains, c'est quand on dit on est à la fois sourcier et cibliste, ça veut dire qu'on veut dire, je traduis la texte source pour faire une texte cible. Bah oui, bien sûr. Et sinon, c'est
utiliser des éléments de la langue source, du texte source, de la culture source, pour les faire transiter et faire sortir de la langue cible, de la culture cible, de l'authentique cible. Alors évidemment, il y a des cas où, par exemple, il y a la traduction, il y a le volume de Astérix chez les Bretons. Astérix, le Gaulois qui résiste à l'occupation romaine, et alors il va chez les Bretons, en Angleterre. Alors, avec des phrases du genre il fait beau, ne fait-il pas? Alors ils font, là, effectivement, c'est du pastiche du faux anglais, du faux franglais, avec la recherche d'un effet comique. Vous avez ça, avez-vous? Enfin, bon, oui, une sorte de... Mais là, c'est pas une vraie traduction, là, c'est de la paraphrase pour un effet comique de lecture cursive. Voilà, ce serait ma réponse. Hein. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le mot important dans sourcier ou cibliste, c'est où, mais... Et où, c'est en latin out, pas vel, pas sourcier ou cibliste, tu choisis. Non, c'est out. Voilà. Et encore une fois, la bonne façon, il peut ressembler à un cibliste, peut-être ressembler à un sourcier dans certains cas par erreur, ressembler peut être la bonne façon d'être cibliste. Voilà, je sens que Antonio a fourbi ses armes. Je m'approche déjà, comme ça. Les armes que, cher ami, vous fourbites. Non, mais alors, j'arrive et tu sais comment ça marche? Pas vraiment. À chaque fois. Tiens, prends celui-là, Est-ce que je parle vraiment? Dans le toit. Alors, c'est l'effet l'admiral, ça a un effet sur moi de ce genre. Non, je rigole. D'autant plus que tu sais, Jean-René, que mon processus de l'admiralisation a commencé il y a très longtemps, donc tu ne peux pas toujours m'accuser d'être trop méchonicien. Même si je reste quelque part. Oui. Mais alors, non. Moi, je crois que les raisons qui opposent sourcier cibliste et qui t'opposent à Rimé-Chenique sont plus... nous viennent plus d'une stratégie rhétorique spécifique à un raisonnement précis que d'un positionnement épistémologique aux antipodes. C'est-à-dire que tu reproches avec des armes sourcières avec des armes ciblistes, ce qui est sourcier chez les chemiques, et réciproquement. C'est-à-dire que quand par exemple tu parlais tout à l'heure de la notion de rythme de méchanique, c'est vrai ce que Gilles Masson te dit et que moi de temps en temps je te dis, la notion de rythme est beaucoup plus large de la notion, ou des notions qui renvoient à l'idée de phonostylistique, de signifiant, dans les voyelles, dans les consonnes, etc. C'est la notion de discours, tout entière qui entre en compte dans la théorie du rythme méchanique. Et donc, ce n'est pas pour nier la question de la résubjectivation en traduction que Méchanique dit d'être sourcier, même s'il est cibliste, en réalité, en partie, comme traducteur, hein, mais assez quand même. Mais donc ce n'est pas pour, et là j'utilise une formule que de temps en temps j'aime utiliser, que j'ai écrit il y a quelques années, ce n'est pas pour réduire l'altérité paradoxale du texte traduit à l'unité radicale du texte original. Ce n'est pas pour dire qu'il faut traduire à l'identique. Ce n'est pas pour dire qu'il faut faire sortir la langue comme elle était à l'origine. Mais c'est par contre pour montrer comment le sujet peut se reconstruire à l'intérieur de la langue culture cible par une énonciation discursive qui soit subjective, qui fasse sens. Et donc, moi je l'avais déjà évoqué à un certain moment, quand on a eu le plaisir de traduire, de publier en italien. Finalement, les raisons semblant opposées, Jardin l'Admiral et Henri Méchanique, ne sont pas des raisons très profondes. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt
d'un jargon, d'une guerre des jargons entre un littéraire et un linguiste, un sémanticien, et que finalement ils s'aiment, ils s'adorent, ils partagent exactement le même horizon, l'horizon de la résubjectivation. Et pour terminer, je vais reprendre justement les mots en italien de cette préface, parce que je l'avais déjà assez bien développé. Alors. Oui, della traduzione dall'estetica all'epistemologia est un très grand livre. On doit à Antonio Lavieri et à Paola Cadetti. Alors, déjà, Mechanic avait joué beaucoup sur ces ciblistes. Dans un article, il avait écrit surbliste et circier, en mélangeant un peu les cartes. Allora, che è écrit? Al di là del divertimento che può suscitare un simile gioco linguistico, sì, allora, al di là del divertimento che può suscitare un simile gioco linguistico, Mechanic e l'Admiral concordano su un punto essenziale. La traduzione non è un problema di langue, ma di parole, in senso sussuriano. Lo stesso vale per la necessità di portare avanti una riflessione epistemologica sul tradurre, in modo da troncare il rapporto incestuoso che unisce scienza e ideologia, da cui nascono le mitologie monocratiche della fedeltà e dell'equivalenza, che sacralizzano il testo e misconoscono la storia. Così c'è affinità fra la teologia della traduzione dell'Admiral e la desacralizzazione della letteratura difesa da Mechanic. Il primo, l'Admiral, risolve il miraggio letteralista nell'inconscio teologico della modernità. Il secondo prende la poetica della modernità come critica dell'estetica analitica, degli effetti essenzialisti ed estetizzanti che confondono individuo e soggetto. Entrambi operano per una risoggettivazione epistemologica dei problemi traduttivi che riconosca la specificità delle scienze umane rispetto alle scienze della natura. Voilà. Bon, peut-être quelques éléments de réponse, parce que là il y a une analyse, et dans les problèmes, que nous traitons, à un certain niveau de réflexion, la modestie s'impose dans une polémique, parce que des gens comme Mechanic savent aussi de quoi ils parlent. Alors je maintiendrai quand même 5 remarques. Premièrement, si on donne un rythme, un sens beaucoup plus large, c'est la métonymie des concepts. Et ça, je suis toujours très réticent à ça. Effectivement, moi aussi, je peux employer rythme. Cette fille a un rythme formidable, ça veut dire quoi? Qu'elle marche bien, qu'elle est jolie, qu'elle est brillante, qu'elle est intelligente, c'est tout. D'accord, on retire Simone. Le concept devient un réceptacle d'une expérience globale. Je suis très réticent, adepte que je suis de la distinction classique. Mais surtout la différence entre Mechanic et moi-même me paraît être plutôt entre le talent littéraire d'un pamphlétaire, qui était Mechanic, et le fait que ce poète qu'il était, un peu comme Berman, c'est pas polémique ce que je dis, enfin ça a l'air, pour toi ça l'est, mais je pense que je suis respectueux de ce qu'il était. C'est-à-dire que quand Berman parle de la traduction des œuvres, c'est sur la singularité des œuvres littéraires, et de la même façon, Mechanic est dans la singularité des paroles poétiques qu'il prononce lui ou que les autres prononcent. Et que par conséquent, quand il se lance dans la théorie, en général, il glisse vers l'idéologie et vers les formules pamphlétaires. Et voilà ce que je pense. Alors que moi, de mon côté, je vais moins loin, je suis un peu... Pardon ? Tu partages ça. Voilà. Et donc, en fait, l'opposition n'est pas de deux épistémologies. Je dirais, d'un côté, c'est une rhétorique pamphlétaire appuyée sur une expérience poétique. Il faut que je note ça. C'est enregistré. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'était bien. C'est une rhétorique pamphlétaire reposant sur une sensibilité poétique et littéraire forte,
Et moi, de mon côté, c'est plus prosaïque, plus limité. C'est une épistémologie, c'est une position de classicisme philosophique, épistémologique. Je cerne les concepts. Et ce qui implique que je vais moins loin, puisque après, la parole est à la créativité, la sienne ou la mienne ou celle d'autres. Donc je contesterai juste un point dans ce que tu dis, c'est pas deux épistémologies qui s'opposent, c'est d'un côté, enfin où j'ai mal compris, on pourrait croire, quelqu'un aurait pu dire, qui aurait écouté Antonio Lavieri mais qui n'aurait pas bien compris, et il aurait compris que Antonio Lavieri voulait dire qu'il y avait deux épistémologies différentes. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il y a d'un côté et c'est pas non plus deux rhétoriques différentes. Il y a une rhétorique d'un côté et une épistémologie de l'autre. Vous exploitez réciproquement vos rhétoriques. Pardon ? Vous exploitez réciproquement vos rhétoriques individuelles. Voilà, oui, c'est ça. Oui, mais c'est souvent dans les polémiques de qualité. En réalité, l'intérêt, c'est ce que le discours de l'autre fait affleurer chez moi. Enfin, chez moi, pas Jean-René, chez toi. C'est-à-dire que souvent on pense dans une polémique, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Ça arrive qu'on fait une synthèse. C'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est, je reprends mon concept de dissimulation. C'est que plus méchanique est méchanique, plus c'est bien, c'est faux à mon sens, mais bon, mais c'est intéressant. Et plus il est méchanique, plus je suis l'admirable. Hein. Et donc alors, grâce à méchanique, contribue à mon auto-admiralisation. Hein. Voilà. Et lui, il est méchanissime. Hein. Et alors, si je faisais une astuce un peu méchante en yiddish, je dirais il est total méchanique. Hein, parce que ça renvoie à total méchou quand même, c'est du yiddish viennois. Et alors peut-être une réponse quand même. C'est vrai que méchanique, dans sa pratique traduisante, est souvent cibliste. En Babylone-Lorland, par exemple. Mais quand, par exemple, sur la page, il prétend rétablir le rythme en mettant des petites barres obliques, des blancs, etc., j'ai vraiment l'impression que c'est de la peinture en braille pour aveugles. Hein? Et alors là, je ne suis absolument pas convaincu. D'autres le sont. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, Antoine, mais je vois, Jean-Yves dit que c'est bien, moi ça me laisse totalement froid. Enfin, je trouve que c'est pas ça, quoi. Un texte, c'est pas des petits blancs, des petites barres, etc. Par ailleurs, il est aussi quand même sourcier involontairement quand il critique les autres. Quand il critique les traductions, c'est pas en disant ça n'est pas l'effet de, mais ça s'écarte du texte. Ben oui, ça s'écarte du texte, c'est une traduction. Et commencer à la première phrase de Les Belles infidèles de Gounod, c'est tous les arguments contre la traduction se résument en un seul, elle n'est pas l'original. Et voilà, alors, donc mes critiques, c'est ça, peinture en braille pour aveugles. Ces critiques des autres sont sourcières. Il est sourcier avec la peinture, voilà, et puis la métonymie des concepts. Voilà. Donc, voilà ma réponse. Alors, voilà ma réponse à ton, je dirais pas à ton objection, mais à ton rebond. Voilà mon rebond à ton rebond. Merci. C'est moi qui te remercie. Peut-être... Ah non, j'allais me hasarder un diagnostic d'hypoglycémie générale. Trop facile. Prenez... Ah bah oui, il marche quand même. Bonjour, allora, questa è la fine francese perché mi sento un po' in imbarazzo dato che ci sono due ex docenti qua, quindi chiedo a Paola anche di la ringrazio per questo colloquio, è stato veramente interessante e stimolante. Doucement, tu parles italien, parlez doucement. Ok. Parce que je fais illusion, mais je... Ok, appunto, ho apprezzato molto questo suo contributo. Io sono una linguista di anglistica. Di master schede. Quello che volevo chiedere, appunto, lei ha citato la creatività, la divisione appunto la dicotomia tra civiliste e sourcier, che mi ricorda un po' il discorso di Venuti tra le strategie di domesticating e foreignizing translation. Sono sicura che appunto lei conosce abbastanza.
Quello che mi chiedevo, più che una domanda appunto da livello teorico, però un consiglio dall'alto della sua esperienza, come far capire ai nostri studenti, futuri traduttori, come sviluppare questa sensibilità nel capire la creatività che bisognerebbe appunto avere nel cercare di trovare un equilibrio tra... Débat sur ces Siblis, Venuti est venu se joindre avec son opposition entre foreignization et quel autre terme j'ai oublié? Domestication and foreignization. Il y a aussi l'école de Tel Aviv, enfin il y en a des tonnes, il y en a Arida, il y en a moi j'aime bien Venuti, quand on se voit c'est toujours très chaleureux, mais j'ai un peu l'impression quand même qu'il devrait citer plus souvent Berman, parce qu'il me semble que Venuti c'est quand même beaucoup du Berman. Mais ça c'est un peu les Américains, il n'y a que qui existent. Hein. L'Europe, bon. Et alors maintenant, pour ce qui est de concrétiser, par exemple, j'ai cité tout à l'heure to be and not to be, that is the question. Si on traduit en français par être ou ne pas être, là est la question, ça passe, c'est pas convaincant. Le type, Hamlet envisage de se suicider, hein, donc il va dire être ou ne pas être, on dirait du Sartre ou du Heidegger, être ou ne pas être. Là est la question, telle est la question, c'est la question. Et il y a alors, si j'ai une minute, je vous fais mon numéro habituel, qui est de dire qu'en fait, beaucoup ont contesté que Shakespeare ait existé. En fait, Shakespeare n'a pas existé. En fait, c'est un atelier de plumitif anglais qui a traduit en anglais, parfois maladroitement, un auteur français perdu, qui s'appelait Guillaume de Hochepoire. William Shakespeare, hein, Guillaume de Hochepoire. Et alors, par exemple, là, on a retrouvé pour ce passage le texte de Guillaume de Hochepoire qui est « Vivre ou mourir, tout est là ». Tout est là, c'est exactement That is the question, mais et on voit bien que That is the question, c'est une traduction maladroite. Hein, et c'est étonnant qu'ils aient dit « to be and not to be ». To live or to die, ça aurait été possible, mais bon, il dit être ou pas être, pour donner un peu de... Alors, bon, en réalité, j'aime bien dire ça, et en fait, c'est la traduction d'un traducteur québécois qui a proposé « Vivre ou mourir, tout est là ». Alors, vivre ou mourir, on peut un peu discuter, mais tout est là, c'est évidemment beaucoup mieux. Hein. Et alors, c'est là où on voit qu'il n'y a plus rien, du texte original dans ses signifiants, c'est complètement cibliste, c'est quel est l'effet, quelle est l'intention, qu'est-ce que ça veut dire, et par exemple, Seleskovitch et Lederer disent qu'il faut traduire le vouloir dire. Et that is the question, le vouloir dire, c'est ça, tout est là, voilà, tout est là. Et voilà un exemple, c'est vrai, pour montrer que la traduction, quand elle est réussie, prend souvent une très grande distance par rapport aux signifiants de la langue source. J'espère que c'est une réponse un peu à ça. Et alors, pour revenir à Shakespeare, quand je dis Guillaume de Hochepoire, c'est une astuce d'Alfred Jarry qui est en épigraphe du Bureau, et puis ce serait donc William Guillaume, Shakes, Hoche, et puis la poire. Hein. Et alors certains disent, une fois je faisais une conférence à Strasbourg, et un collègue angliciste de Nanterre m'attrape sur le campus, dit Jean-Né, oui, t'as raison, Shakespeare n'a pas existé. Mais en fait, c'est pas Guillaume de Hochepoire, l'auteur des pièces de Shakespeare, c'est un Français, mais un roturier, qui s'appelle Jacques Pierre. Jacques Pierre. Et les Anglais ont mal prononcé Shakespeare et Shakespeare. Ah oui, mais j'ai un truc sur Darwin. Deux choses. Ah ben, vas-y, continue. D'abord, nous savons très bien que Shakespeare n'a jamais existé.
C'était un Italien qui s'appelait Guglielmo Crollalanza, qui a été traduit parfaitement en Shakespeare. Et donc, on est d'accord avec toi, mais ce n'était pas le français, c'était un Italien. D'ailleurs, Borges a dit, est-ce qu'il y a un écrivain qui a l'air moins italien que Dante, moins anglais que Shakespeare, moins allemand que Goethe, moins espagnol que Cervantes, et en effet, donc... je pense que tu as touché avec To Be or Not To Be un autre problème. Ce n'est pas le problème de la traduction, c'est le problème de la usure de la traduction. C'est un peu comme la Gioconda. À un certain moment, To Be or Not To Be, essere o non essere, il faut une autre traduction parce que ça, c'est devenu quelque chose qui ne nous touche plus. C'est devenu un refrain. Et donc, je vais te proposer une traduction qui a été faite par Luzzi, qui n'est pas Crollalanza, qui est Essere o no. Alors, naturellement, après, il y a naturellement notre ami, voilà, sicilien, va te dire qu'il y a eu un écrivain italien qui a écrit Uomini o no. Uomini o no. Vittorini. Essere o no. Mais là, ça renouvelle parce que le problème, c'est le problème justement d'une traduction trop répétée. Oui, et c'est bien parce que c'est un vrai problème. Il y a aussi le fait contradictoire qu'on ne peut pas non plus complètement changer une traduction. Et essere o no, c'est justement à la fois un renouvellement, mais on reste dans la traduction. Parce qu'il y a des tas de traductions, on ne peut pas changer, même quand il y a un contresens, mais non, c'est la traduction. On ne reconnaîtra pas le texte, c'est plus le texte. Il y avait d'ailleurs un acteur français qui était un très grand shakespearien, et puis il y a eu une nouvelle traduction de Shakespeare, et alors il s'est plaint, il dit écoutez, on avait un Shakespeare français, vous m'en avez fait un anglais. Bon. Et peut-être pour terminer, si vous voulez, à propos de Dante, il se trouve que vous connaissez l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, et alors notamment ils avaient eu un contrat à Strasbourg pour donner des noms, pour faire des petits poèmes, enfin des petits distiques, enfin des petits vers, à propos des stations d'autobus. Et il y avait une rue Dante, alors il y avait une station Dante, et alors voilà ce qu'ils ont proposé. Dante, célèbre cuisinier italien, qui a inventé les fameux spaghetti al dente. Voilà. C'est pas au niveau de l'Oulipo. Pardon? Ça ne paraît pas au niveau de l'Oulipo. Oui, non, mais il y avait un contrat, si tu veux. Non, mais c'est pas au niveau de l'Oulipo, mais ça allait bien au niveau des stations d'autobus. Enfin, moi, je vois que ça t'a pas plu, moi ça m'a fait rire. D'autres aussi, voilà. Mais bon, on ne peut pas toujours être meilleur. Hein. Mais on voilà. travaille pour l'être. Pardon? On travaille pour l'être. Oui, mais comme dirait Marina, si on est toujours au plus haut, alors ça va s'émousser. Si vous voulez, c'est comme une montagne. Il faut des sommets, il faut qu'il y ait des vallées. Autrement, il n'y a plus de sommets. Hein. Une immatérialisation généralisée de la planète, ça n'irait pas, me semble-t-il. Resubjectivation et désimmatérialisation. Io ringrazio ancora una volta Jean-René l'Admirale e vi ricordo che riprendiamo i lavori questo pomeriggio alle 4:30 sempre qui. Grazie mille, a dopo.